Aujourd'hui, je vous accueille dans une émission un peu particulière. Une émission à deux voix, celle d'une mère et de son fils. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une émission pour nous, c'est une émission avec nous pour parler de vous également. Parce que l'idée de cette émission, c'est non seulement de revenir sur cette épreuve que j'ai eu à vivre quand j'ai été brûlée au 3e degré, mais également de parler du fait que les épreuves qui sont vécues par les parents ont un réel impact sur les enfants. J'ai déjà pris la parole ici pour témoigner, pas pour m'exposer, mais parce que je crois profondément que nos histoires peuvent devenir des ponts, des forces vers les générations futures pour leur permettre de s'établir, de grandir également en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et sans plus attendre, je vais inviter mon fils Kylian qui a survécu. Et nous allons échanger avec lui en premier lieu sur sa perception de cet événement. Alors, ça fait quoi de faire une émission avec sa mère? C'est trop bizarre. De base, l'habitude de me faire engueuler. C'est quoi le truc le plus drôle qu'on ait vécu ensemble? Je pense qu'en vrai de vrai, il n'y a pas vraiment de souvenirs marquants, drôles, parce qu'il y a toujours eu un sorte d'humour qui a été imposé. Mais moi, je pensais à quelque chose de pas très drôle, mais de tellement drôle en même temps, sauf que c'est vous, in fine, qui l'avez rendu drôle. Je te laisse introduire le sujet. C'est très simple. On a été famille de 5. Au bout d'un moment, maman est présente et elle voulait se mettre au sport. Elle se met au sport, évidemment, nous, on la soutient. Au bout d'un moment, moi, je suis dans ma chambre. Chacun vit ses occupations au final. Et là, on entend un gros cri. Tout le monde débarque et on la voit par terre. Mais vraiment à terre, genre 6 pieds sous terre. Et on lui dit qu'est-ce qui se passe et tout. Ah, j'ai mal. Ah, laissez-moi, j'ai mal. On la regarde comme ça, on lui demande pourquoi. Elle vient de sauter. Je sens qu'on commence à rigoler. Alors, vraiment, on se fout de sa gueule, quoi. Mon père, elle l'amène à l'hôpital alors que lui, vraiment, il est ligament croisé. Ligament croisé. Interne, externe, contusion osseuse, tout la totale. Un saut, un squat. Pas un seul de manqué. Elle a tout pris. Elle a tout pris. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on en rit encore aujourd'hui. Au fil des années, on en a ri. Et surtout que je vais brièvement mentionner cet épisode dans le témoignage sur la grossesse molaire. Ça s'est passé pendant cette période-là. Et franchement, oui, c'était douloureux. Oui, j'ai douillé. Oui, j'ai eu mal. Mais la façon dont ma famille a eu à gérer ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. En dehors je me moque d'elle. Non, mais je pense que c'est parti pour toute la vie. Faire des courses. Et si tu devais le présenter en 3 mots, tu dirais quoi? Battante, entreprenante. Ce serait pas un mot, mais ce serait une expression, du coup, ne jamais réellement se prendre au sérieux. Et si tu devais te présenter en 3 mots, tu dirais quoi? En 3 mots, Oui. moi, Oui. Tête en l'air, fixé sur ses objectifs, qu'ils soient bien ou mauvais, et un peu de moi-même. Ok. C'est-à-dire que il y a des fois où je vais peut-être un peu trop m'aimer. Là, j'ai eu un entretien avec une école il y a pas si longtemps, et c'est ce qu'elle m'a dit, c'est que parfois on a l'impression que j'ai trop confiance en moi et que limite ça sera un peu perçu comme de l'insolence. Et du coup, ouais, je pense que ce seraient les 3 mots qui m'illustraient le plus. Est-ce que tu te sens être réellement insolent? Est-ce que tu penses que dans ta construction, dans ton cheminement de vie, mes épreuves ont pu avoir un impact sur ta personnalité, sur la façon dont tu t'es façonné, la façon dont tu te présentes, tant au niveau professionnel, parce que tu as déjà eu à avoir certaines expériences pro, qu'au niveau scolaire? Je pense que oui, chaque enfant est un peu le résultat des expériences de leurs parents. Ce qui fait que, évidemment, ça va se répercuter du coup dans la vie en général. Je pense que moi, j'ai pris les décisions qui ont indirectement liées à chaque expérience, à chacune des choses que j'ai pu voir en tant qu'enfant aussi, de ce que j'ai vu par rapport à mes parents même. Et quand je reviens sur le truc d'être imbu, d'être insolent selon certaines personnes, je pense que je me considérais pas comme insolent, mais juste comme sûr de moi parce que j'ai un bagage, j'ai un passif qui fait que je sais que je suis un survivant. Et être un survivant, évidemment que par des fois on en est fier. Tu préfères être fier et le dire à foison et le dire très fort que t'es un survivant, ou juste être là et te faire marcher par la société encore une fois. Tu as mis le doigt sur un mot, un survivant. D'où te vient ce mot? Est-ce que c'est un mot qu'on a eu en tant que parent à te transmettre? À quel moment ce mot a pris forme clairement dans ta vie? Je pense que ça a pris forme à partir de l'adolescence. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. La plupart des expériences qu'on a, c'est soit pré-ado, soit adolescent, qui ont fait que, oui, je suis un survivant de la vie, littéralement. Et c'est grave ok. Désolé pour les termes, mais ça fait chier, à force de l'être, que tu te dis, j'aimerais bien être comme les autres, j'aimerais bien avoir une vie normale et paisible, sauf que, c'est une personne n'a pas cette chance-là, et tant mieux, à vrai dire. Mais j'entends aussi dans ce que tu dis que le fait d'être un survivant, d'avoir été un survivant,
t'enferme dans le rôle de survivant encore aujourd'hui face aux épreuves que tu peux vivre. Ouais, tu peux le prendre de manière trop frontale. Mmh. C'est-à-dire que être un survivant, moi je prends mon cas, mais ça peut être le cas de d'autres personnes aussi. Mais quand je vais avoir une situation face à moi, je vais beaucoup plus la prendre du coup en tant que victime plutôt que en tant que qu'attaquant en fait. Apparemment, c'est qu'il y a des fois où tu vas te retrouver là, tu vas avoir une situation face à toi et tu vas juste te retrouver enfermé dans cette situation-là. Tu vas pas forcément savoir comment t'en sortir ou après de nombreuses batailles, après un bon de nombre de travaux, pardon. Et ça fait que, ouais, à la fin, bah, être un survivant, ça devient aussi un inconvénient comme une qualité, je pense. Mmh. Un inconvénient comme une qualité, oui et non. C'est pas quelque chose qui s'impose à toi. Et ce qui m'interpelle dans ton discours, c'est que effectivement, on t'en a parlé, on t'a beaucoup dit que tu étais un survivant, mais on te l'a dit dans le sens où tu t'es battu pour vivre Mm. et tu avais ta place dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a martelé, qu'on t'a redit et redit à chaque fois que tu chutais, à chaque fois que tu tombais. C'est pour ça qu'on t'a redit que tu étais un survivant. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui et ce que j'entends là, c'est que peut-être que le fait de te l'avoir dit et redit que tu étais un survivant, ça a suscité autre chose chez toi, ça t'a enfermé dans un rôle plutôt que de te servir de levier ou de trampoline. Non, je pense pas. Je pense que, honnêtement, être un survivant, là, j'ai un peu tous les inconvénients, toutes les passes dans lesquelles je suis passé. Mais je sais que ça a créé aussi un sens de confiance en moi, mais je pense que ça, c'est parce que aussi, bah, je me suis trouvé, j'ai pu savoir où était ma place aussi parfois. Et ça fait que, bah, être un survivant crée plus en tout cas, en ce moment, un sentiment de confiance qui fait que, bah, quand je sors dans la rue, j'ai pas peur. Je suis là avec mon casque, avec mes écouteurs, je marche comme si j'étais Cristiano Ronaldo, alors que, bah, non, quand il y a Bayern, ça crée un sentiment où rien ne peut te stopper, en fait. Ok. Rien ne peut littéralement me sauver parce que bah on a déjà essayé de sauter et ça n'a pas marché. Donc pourquoi là je vais arrêter de marcher? Et est-ce que tu penses que c'est facile d'être le fils d'une femme qui parle tout le temps de transmission, d'éducation, de parcours de vie, qui veut donner, qui veut transmettre, qui veut sauver? On n'en peut plus. J'ai vécu sous Martin Luther King, sous Malcolm X, même parfois c'est Fallib ou pas. Mais ça fait que bah, je suis comme ça maintenant et c'est principal. Je pense que j'ai été élevé aussi dans un truc où bah, on m'a toujours appris à la maison que bah, j'étais noir, ce qui fait déjà que malgré moi je suis un survivant, Mm. que je devais toujours ne jamais baisser la tête, toujours savoir d'où je venais en fait. Mm. Ce qui m'a permis aussi par la suite parce que vu que je suis métisse côté rayon, côté bongo, ouais, ça fait que même parfois, bah, il y a le côté français qui ressort. Ça crée un personnage assez dans le duel. Un duel qui dure pendant de longues années, mais qui fait qu'à la fin, bah, tu te retrouves juste bien, beau, drôle, juste cultivé en fait. Et c'est le principal. Je pense que l'éducation d'un enfant aussi doit faire partie de sa culture. Et bah, si t'es pas éduqué dans la culture, bah, comment tu veux après te sortir de certains codes, de certains... Ce qui m'impressionne chez toi, c'est cette capacité à te retrouver, à être multiculturel, clairement. Non, mais vraiment, tu as cité La Réunion, tu as cité au travers de Fali le Congo et aussi la France. Y a pas, je crois que c'est hier ou avant-hier qu'on avait ce débat sur le fait que tu ne souhaitais pas t'enfermer en tant que noir dans une case. Je suis de mon âme fier, très très fier d'être noir et dans cette communauté-là. Mais je pense que ça crée chez nous aussi un sentiment où on se retrouve très renfermé dans cette communauté. Et c'est dommage parce que bah, le monde est tellement rempli de culture, tellement rempli de richesses qu'on aurait juste s'instruire. Mm. Et je pense que ce qui est bien aussi dans ma multiculture, qui parfois aussi va être cause de moqueries, j'ai déjà eu des moqueries par rapport au fait que c'est multiculturel, mais ce qui est bien aussi avec ça, c'est que bah, tu grandis avec deux cultures, ce qui te rend encore plus riche. Moi, je suis fier aujourd'hui d'être ouvert d'esprit, de ne pas être, comme diraient certains, un vrai noir. Déjà, pour moi, il n'y a pas de vrai noir ou faux noir, t'es noir. Chacun est, dans tout cas, chaque humain est unique. Donc, pourquoi se bloquer dans un spectre comme ça? Donc, pourquoi te limiter à ça, pourquoi te limiter à la certaine vision des gens? Et je pense que c'est ça aussi le problème de certains, qu'on est trop bloqué. Ça revient directement à l'éducation qui a été donnée et même juste
à la vision qu'a l'Africain de la vie et de l'homme en général. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Ça fait que, à force, on est juste trop fermé l'esprit. Ce que, au bout d'un moment, juste arrêtez, parce que, c'est ça aussi qui nous ferme dans des cases. Sauf qu'on ne veut pas se fermer dans des cases, justement, on veut s'en sortir. Hmm. Je vais rebondir sur le mot case et revenir à ton enfance. Justement, tu parlais d'être multiculturel, de ne pas forcément rentrer dans les cases. Ce sont des mots dans lesquels je me retrouve aussi, et on va y venir, tu le sais pourquoi. À ce moment-là, franchement, comme je le dis dans mon témoignage, je suis assez fière de moi. Je suis assez fière de moi parce que je me dis, déjà, je ne sais pas pourquoi j'imaginais que tu allais naître brûlée. Je ne sais pas, mon psychique avait intériorisé le fait qu'il y aurait un problème. Il y aurait un problème au vu de tout ce que j'avais subi, etc. Pour moi, ça allait être compliqué. Donc, mais tu nais sans souci, bien costaud, tu avais bien graille là. Mais in fine, malgré tout ce que tu avais eu à subir, et en étant dans mon ventre, tu as quand même sauté 2 places et demie. Donc là où certains médecins disaient que au-delà de t'être battu dans mon ventre, tu as continué à être un bâton, je dirais même pas survivant à ce moment-là, parce que tu as prouvé par A plus B que tu allais t'en sortir, en fait, et que tu allais prouver aller à contresens de tout ce qui avait été annoncé, déclaré et proclamé sur ta vie, puis continuer à prouver au fil de l'eau que tu en venais, que tu voulais en donner, tout en ne rentrant pas dans les cases. Hein. Tu n'es jamais rentré dans une case, justement. Donc, je me retrouve assez... Alors, c'est vrai que tu parles de ce côté africain où on ne va pas aller chercher le profil de l'enfant. On ne va pas chercher à comprendre le profil de l'enfant. Conditionné. On va chercher plutôt à le conditionner. Il faut qu'il rentre. On parle de cases au sens large quand on mentionne la société, mais il y a aussi des cases dans lesquelles nos familles nous mettent indirectement sans le vouloir, sans pour autant cibler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais effectivement, dû à ça, pendant longtemps, tu t'es battu également contre toi-même parce que tu as voulu exprimer le fait que tu ne voulais pas rentrer dans une case et ça s'est matérialisé physiquement au niveau santé, etc. Et tu n'as pas pu être écouté, tu n'as pas su être écouté à ce moment-là. Donc, si tu avais un mot à dire à des jeunes comme toi qui se sont battus, qui ont traversé des épreuves de vie, ce serait quoi? Un mot, une phrase, une pensée à leur partager. Vivez. Juste vivez. Faites ce que vous voulez. C'est le principal. De toute façon, qui va vous stopper? Personne. Comme a dit la fouine, mais qui peut me stopper? Personne. On n'est pas là pour plaire, on est là pour se plaire à nous-mêmes. Donc pourquoi se limiter? Est-ce que tu penses que ce que j'ai vécu a changé quelque chose pour toi? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que entre le moment où j'ai eu à être brûlée et le moment où j'ai commencé à assumer ces brûlures, à les nommer, à les appeler blessures de guerre, il s'est écoulé une dizaine d'années. Est-ce que tu penses qu'au cours de cette dizaine d'années-là, cette épreuve que j'avais eu à vivre, ainsi que les autres que j'ai commencé à partager dans mes témoignages, ont pu avoir un impact sur ta vie? Oui. Dans quel sens? Tout simplement parce que j'étais trop intelligent. Et le problème d'être trop intelligent, c'est que tu captes les choses trop vite. Le problème avec ces épreuves-là, c'est que même en tant qu'enfant, tu ne sais pas vraiment comment les percevoir, en fait. Même si tu peux être très intelligent et du coup, tu les entends, tu les emmagasines, mais tu sais pas comment les illustrer, tu sais pas comment les résoudre encore. Donc ça fait que pendant 10 ans, ouais, c'était très dur, même au niveau de la famille, etc. C'était une épreuve pour tout le monde, je pense pas que pour moi, mais au moins on s'en est sorti, c'est le principal. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que ce que tu sous-entends, c'est que le fait qu'on ait eu à faire le choix avec ton père de vous cacher les choses, in fine, ça n'a pas été positif. Je pense que honnêtement, encore à l'heure actuelle avec mes sœurs, du coup, vous cachez les choses et c'est quelque chose que j'aurais fait à votre place. C'est quelque chose que je ferais que je ferais à mes enfants parce que j'ai tout simplement envie de préserver leur innocence. Donc c'est tout à fait normal. J'ai pas envie que mon fils de 10 ans soit là, doit sortir, faire de l'argent pour gérer la famille ou c'est pas à lui de faire ça, c'est à moi.
Donc évidemment que cacher, ça restera toujours une bonne solution pour moi. Maintenant, il y a ces côtés-là où bah, chacun grandit et je pense que le problème aussi que j'ai eu, c'est que je suis trop curieux. Du coup, bah, ça a fait que bah, je me suis moi-même en fait transformé en personne bah, très mature par rapport à tout ça, très précoce aussi par rapport à tout ça. Parce que bah, à force d'entendre, bah, évidemment, même si tes parents veulent le cacher, tu le découvres. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, et c'est OK, ma mère n'a pas eu un parcours comme les autres mamans? Ah, moi, j'étais fier, hein. Honnêtement, c'est nul d'avoir une maman comme les autres. De toute façon, chaque maman est unique, hein. Comme l'a dit la section d'assaut, et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. C'est grave ok, je préfère limite ça que d'avoir une maman lambda. Parce que ça fait que du coup, bah, même si tu vis les mêmes expériences, bah, tu sais à qui te référer, tu sais à qui aller parler. Et c'est le principal et c'est la chose qu'il faut pour un enfant, surtout un enfant qui se veut être assez tourmenté, assez précoce sur certaines visions de la vie. Mm. Bah, c'est même le mieux, je pense. Et qu'est-ce que, si tu devais dire une phrase, un mot, une citation aux mamans, à toutes ces mamans qui culpabilisent parce qu'elles vivent des épreuves, donc elles ne partagent pas avec leurs enfants. Elles se battent chaque jour, elles se réveillent tous les matins en faisant tout pour cacher leurs failles, pour cacher leur parcours de vie écorché, pour toujours justement devenir celle qui reste sa meilleure amie, celle qui tient debout, qui fonce, qui est warrior, qui est une guerrière, etc. Si tu devais leur partager un message pour les déculpabiliser au vu de ce que tu viens de partager, ce serait quel message? On se relève jamais tout seul. On se relève jamais tout seul. On a appris à marcher avec des gens, avec nos parents. On a appris à parler avec nos parents. Et on a appris à se relever avec nos parents. Donc, vous ne marcherez jamais seul. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut leur dire aussi, c'est que elles sont pas seules. La plupart, elles ressentent un peu la solitude et c'est tout à fait normal parce que dans ce genre de situation-là, on se ressent juste perdu. On se ressent juste mis de côté, mis à l'écart de la société. Alors que, bah, contrairement à ce qu'on pense, la société est beaucoup plus remplie de personnes comme nous que de personnes lambda. Donc, autant s'aider, autant s'entraider plutôt que de rester dans son coin. Soyez fiers d'être des mamans pas comme les autres, pas normales. Parce que, bah, un super-héros, c'est pas normal. Et vous êtes le héros de votre enfant. L'héroïne de votre enfant. Ouais, j'ai eu la chance d'être avec des parents assez jeunes parce que je pense que bah, ma génération à moi, elle vit avec des parents qui ont peut-être 50, 60 ans et qui ont du coup la vision de l'ancien âge. Donc, fais pas ce que tu as envie de faire, mais fais ce que tu dois faire. Sauf que bah, on n'est plus des produits de la société, en fait, on est des produits de nous-mêmes. J'ai envie d'arrêter le travail pour, je sais pas, faire du reggae et devenir scout. Bah, ah, fais du reggae et deviens scout. C'est ça que j'aime bien dans notre génération aussi, c'est que bah, on se laisse pas faire. Et je pense que justement, notre société, elle a besoin de personnes qui se laissent pas faire. T'as un souvenir, est-ce que tu as un souvenir marquant, un moment, un instant où tu as eu le déclic qui t'a pris conscience que oui, en tant que parent, on avait vécu des épreuves marquantes. En tant que parent, on était également des êtres humains, ayant été des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, ayant traversé certaines épreuves, ayant subi certaines blessures. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir de ce déclic où tu t'es dit, waouh, ok, mes parents, ce sont des parents, mais ce sont également des êtres humains ayant eu des parcours de vie, quoi. Quand j'ai vu papa pleurer pour la première fois, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que juste, j'étais en mode waouh, papa peut pleurer. Et ouais, je serai tous les jours de ma vie ce moment-là où juste, il a pleuré, il nous a dit qu'il nous aimait Et par ta réponse, est-ce que tu sous-entends que, bah, en tant que parent, il est nécessaire de se laisser aller émotionnellement parlant, se laisser aller émotionnellement parlant face à ses enfants, ne pas mettre ce frein, ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions par pudeur, par complexe, ou c'est ce que tu sous-entends? On est des humains, hein. On n'est pas des robots, on n'est pas du réarmement démographique, comme l'a dit Emmanuel Macron.
on est juste des humains. On est juste des humains. Et je comprendrais. Moi, je sais que mes enfants, je serai toujours là en mode. J'aimerais tellement juste leur montrer qui je suis, leur montrer mes facettes aussi. Parce que je peux être leur père, mais je suis une être humain comme les autres. Enfin, je peux pleurer, je peux avoir des difficultés, je peux être stressé, je peux avoir peur. Et c'est tout à fait normal, on est né comme ça en fait. Donc ouais, juste parce qu'en fait même par rapport à l'enfant, ça peut être compliqué parce que juste il saura pas après comment s'y prendre, sentimentalement parlant, pardon. Même aller te voir en fait, il saura pas comment faire parce qu'il aura peur en fait de ta réaction. Mais bien sûr. Quand tu écoutes mes témoignages, qu'est-ce que tu en retiens? Force à toi. Force à toi. Hein. Parce que ah ouais, hein, il y en a eu des choses. Hein. Ah, c'était dur. Ah ouais. Ah non. Ouais. Ouais, je pense que j'ai juste ça à dire. Et est-ce que tu as parfois eu l'impression qu'on grandissait en même temps? En fait, c'est vrai et c'est en même temps faux parce que je suis né dans une période où t'étais pas adulte, Ouais. t'étais encore qu'une enfant, t'es adolescente et maintenant ça fait que il y a eu un décalage parce que toi t'as grandi. Moi, j'ai grandi à ma façon, mais je sais que je me réfère beaucoup plus à toi de maintenant qu'à toi d'il y a 15 ans. Selon toi, c'est quoi une bonne relation parent-ado? Être ouvert sentimentalement parlant, ne pas avoir de frein, ne pas avoir de tabou, serait me faire place aux sentiments, faire place aux tabous, faire place aux erreurs surtout, laisser les enfants faire leurs erreurs. Est-ce qu'on a appris à se comprendre ou alors c'est encore en chantier là? Le bâtiment, il est en construction. Non, je pense quand même qu'on a appris. Parce que y a des moments où je suis en mode, vas-y, il est dans son boucle là. Comme il est rond, je sais que je pourrais bien dans ta chambre, je pourrais être en pétard, me poser comme ça, et tu vas rien dire, tu vas rien faire. Parce que on se sait. À ton avis, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui, 2025, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'évolution de la société, etc. Est-ce que c'est plus dur pour les parents ou pour les enfants d'évoluer dans ce monde? Pour les parents, comment tu fais? Juste comment tu fais? Quand tu vois ce qui se passe à la télé et tout, et en plus de ça, comment ils extrapolent ce qui se passe, etc. T'as peur? T'as peur pour ton enfant? Parce que t'es en mode, waouh, mais là je le laisse sortir, il se passe quoi? Alors que en soi, je pense que très clairement, la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus tranquille qu'à votre époque. Parce que Non, je pense pas. si, parce que justement, il y a eu une extrapolation de ce qui est dit par les médias comme les FMTV, etc. On va pas les citer parce que Ah, voilà. voilà. Mais je pense qu'il y a eu une extrapolation de la chose parce que je suis désolé, mais en 2025, c'est plus tranquille d'aller à Château-Rouge qu'en 2006. Oui, bon, le cadre n'est pas le même. Si. Châtelet d'aujourd'hui et Châtelet de 2006, il y a un pont. Et j'ai Château- pas beau. J'ai plus, Pourquoi tu l'as pas vécu en 2006? justement, vécu à travers toi. Et ce que tu me disais que comme quoi le 3 c'était dangereux. Il y a eu des fois où j'ai dû partir dans le 3, etc. Et il y a eu cette stigmatisation-là. C'est ce que j'allais te dire, la stigmatisation. Moi-même, j'ai évolué dans cette stigmatisation-là qui m'a été transmise par la société, par la famille. Il y a justement, quand je te dis va pas à Bayonne parce que tu y vas dans des conditions détestables, moi c'était va pas dans le 9-3 ou va pas à Châtelet ou sors pas tout simplement. Sors pas de la maison, c'est ça. Et c'est peur des parents, la peur de quand t'allumais la télé même à l'époque, t'entendais des choses qui n'étaient pas forcément glorieux. Donc c'est ça qui a fait que oui, quand j'en parlais, moi, c'était effrayant parce que c'est ce qui m'était communiqué. J'ai évolué depuis dans le secteur de l'insertion sociale et professionnelle et j'ai eu la responsabilité d'un quartier politique de la ville. Je sais que c'est des quartiers qui sont vus avec un regard extérieur, mais une fois qu'on y met les pieds, il y a des associations qui charbonnent, qui accompagnent les publics, qui accompagnent la jeunesse, qui accompagnent les femmes, qui accompagnent les familles, qui se démènent pour tout ce monde-là. Et il en sort des projets, mais magnifiques. Donc oui,
Châtelet, je peux comprendre parce que Châtelet, en 10 ans et même plus, il y a eu des travaux. Donc, ce qui a permis que là où on pouvait vraiment, on avait libre circulation à l'époque, donc on pouvait se déployer sur différentes activités, etc., sans pour autant que ce soit safe. Maintenant, avec tout ce qu'il y a eu comme agencement, construction, etc., bah, il y a des points, il y a des caméras, il y a tout, en fait, tout ce qui... Je dis pas que c'est safe à 1000% aujourd'hui, mais je peux comprendre ton idée de te dire que c'est plus safe qu'à l'époque. Ce que j'ai eu à te transmettre à l'époque, les peurs que je recevais de la société, de la famille, des amis, etc., quoi. Et je suis contente d'en être sortie. Et c'est mon parcours professionnel qui va permettre que je puisse sortir de ça. C'est pour ça on parlait d'éducation, on parlait de savoir juste avant. C'est tout ça, c'est que ne pas rester enfermé dans une case, aller chercher l'information soi-même en tant que professionnel, en tant que parent, etc. Et juste pour faire une parenthèse autour de ça, tu sais aussi que on parlait d'éducation de savoir tout à l'heure, mais mon parcours scolaire, il n'est pas glorieux. J'ai été en échec scolaire durant toute mon adolescence parce que je ne rentrais dans aucune case. On me disait, j'ai commencé par un CAP commerce multispécialité. Papy gueulait parce que je dormais dans ma chambre, je voulais pas aller à l'école. Parce que quand j'allais à l'école, je me retrouvais dans aucune case. Aucune de celles dans lesquelles on voulait me mettre parce que j'étais noire, parce que j'étais ronde, parce que voilà. Je me suis essayée à plusieurs métiers, des métiers de la mode, attaché commercial, vente, animation, etc. J'ai essayé, voilà, de nombreux métiers et je ne m'y retrouvais pas. On a eu à me catégoriser comme étant une racaille, parce que je sortais, j'étais celle qui allait en discothèque, qui voulait pas rester à la maison, qui suivait les amis, les copines, etc. Et moi-même, j'ai été stigmatisée au même titre que ces jeunes qui vivent dans ces quartiers-là, en fait. Parce que, bah, pas de diplôme, pas de formation, je traînais dans les rues, je traînais la nuit. Alors que la plupart des fois, c'est juste que la société nous crée comme ça aussi, nous fait de là comme ça, et c'est le problème aussi. Mais c'est ça, manque d'accompagnement. Clairement, à ce moment-là, j'étais pas assez accompagnée, pas correctement accompagnée. Les parents n'avaient pas accès à ce moment-là hein, au savoir nécessaire me permettant de mieux me structurer et mieux me réinsérer, scolairement parlant. Ayant évolué, c'est peut-être aussi pour ça que la vie m'a emmenée dans le secteur de l'insertion sociale et professionnelle. Parce que justement, je vais comprendre qu'est-ce qui avait raté. Ouais. C'était quoi le loupé? Pourquoi, à ce moment-là, j'avais pas correctement été accompagnée? J'étais une adolescente. Pourquoi ils n'ont pas trouvé dans quelle filière me mettre, etc. Bah, chemin faisant, c'est parce que j'ai compris qu'en tant qu'individu, en tant que jeune, peu importe d'où on vient, peu importe son origine, peu importe sa religion, notre ligne de vie, notre parcours de vie n'est pas figé. On ne peut pas être mis dans une case. Quand un jeune est passionné par la métallurgie, quand un jeune est passionné par la danse, le chant, quand un jeune veut devenir ébéniste parce que c'est une passion chez lui. J'ai même accompagné des jeunes qui étaient passionnés par tout ce qui était feu d'artifice. Donc, ils souhaitaient être orientés vers ces métiers-là. Quand c'est une passion qui brûle en eux, je suis OK pour qu'on puisse les accompagner vers ces métiers-là. Mais quand le gamin, il ne sait juste pas dans quelle case, il ne se retrouve dans aucune case, il n'est pas nécessaire et au contraire, il ne faut, à mon sens, absolument pas le prendre et le mettre dans une case. Et c'est quoi réussir dans la vie pour toi? Avoir ce que tu veux, avoir ce dont tu rêves. Si tu as envie d'avoir une famille, si tu as envie d'avoir ta voiture, tu as réussi, si tu l'as eu. Si tu as envie d'avoir un travail, je sais pas moi, si tu veux devenir plombier, tu deviens plombier, tu as réussi ta vie. Si tu as envie de devenir artiste et que tu as réussi à devenir artiste, tu as réussi ta vie. Tu n'as pas été porté. Tu t'es laissé porter. C'est toi qui as choisi. Et c'est ça, je trouve ça qu'on a réussi. Tu as utilisé le mot porter. Est-ce que tu penses qu'en tant que parent, on se rend compte de ce que vous portez en termes d'épreuves, en termes de combat, en termes de réussite, en termes d'objectifs? Ça dépend. Ça dépend si l'enfant est honnête ou pas, je pense. Oui. Parce que si on dit rien, évidemment, vous ne saurez jamais. Mais je pense que la plupart des parents savent pas aussi il y a des épreuves qui ont été vécues par certains enfants qui sont tout à fait totalement différentes de ce que certains parents ont vécu, qui peuvent être considérés comme savoir la vie.
Parce que savoir la vie, c'est pas unique. Savoir la vie, ça dépend de chacune des personnes. Tu vois. Donc, je pense que même c'est normal que certains parents ne savent pas vraiment les épreuves par lesquelles passent les enfants, parce que il y a certaines épreuves qui doivent être prises, qui doivent être réalisées seules. Et c'est comme ça que tu deviens une meilleure personne par la suite. Et comment, justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui souhaite changer d'avis sur son avenir, sur son orientation professionnelle ou dans d'autres secteurs de sa vie? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment il pourrait exprimer ça de manière à mieux faire comprendre à ses parents, justement? Fais. Pas besoin de prouver. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste ce que j'ai fait. J'ai fait et au final, ça a porté ses fruits. Maintenant, je suis en marketing digital. Alors que Dieu sait que vous ne vouliez pas que je parte de la Sorbonne de base. Je fais du marketing digital, je me plais dans ce que je fais. Faut juste, si tu sens que c'est la meilleure chose à faire pour toi, fais-le. Ne laisse personne te contredire, ne laisse personne te dire quoi faire, te dire que c'est pas la bonne des solutions, juste fais-le. Parce que c'est en le faisant justement que tu vas leur prouver que toi t'avais raison et qu'ils avaient tort. Et je pense que c'est l'une des plus grandes victoires que je peux avoir. Est-ce que tu peux me dire un mot ou une phrase que je dis tout le temps? Sans effet. Sans effet. Tous les jours, elle le dit. Ah, on n'en peut plus. Non mais c'est trop. Oui, mais comment vous le percevez? Comment vous le ressentez, ce sans effet? Je l'ai dit pour une raison. Oui, tu le dis parce que... Non, pas boire. Vous, peut-être, hein? Pas boire. Et c'est grave ça. C'est grave vrai. Tu sais qu'il y a des fois où on nous dit sans effet. Mais oui. Et un truc que tu voudrais que j'arrête? Je pense que tu as une manie de trop être stressé. T'es trop stressé. Faut arrêter. Juste, je pense que le meilleur truc à faire, c'est de se laisser porter et juste faire. Et ouf, c'est pas à moi de gérer. Si ça doit se faire, ça La fait. pétale en air et puis on a... Ouais, voilà, c'est ça. Tu laisses ça de côté, tu le mets à la poubelle, tu le jettes, Kobe Bryant. Faut lâcher prise. C'est ça, Ok. clairement. Ok. Et si on faisait une émission à l'envers, où c'est toi qui me poses des questions, est-ce que tu oserais? Non, Pourquoi? j'aurais grave peur. C'est une main qui se lève. Oui, on s'en tu dis ça sur moi. Attends que la caméra le tisse. Et dans un débat entre nous deux, qui gagne? Toi, future présidente, hein. Hey, started from the bottom, now we're here. Elle là, non, tu peux pas gagner mon débat. Il faut gagner mon débat. À part si vraiment le sujet, c'est toi qui le connais, tu le connais par cœur. Oui. Tu Non, j'ai déjà perdu des débats quand je maîtrise pas le sujet, mais quand je maîtrise... Ah! Non, je vais chercher. Je vais chercher. Sur les héros, tu dis juste, vas-y. Ah ouais, non, mais non, faut dormir. Cite-moi un truc que tu voudrais garder, genre un souvenir que tu chéris de notre histoire familiale. Un souvenir familial, je pense que je peux en prendre un tout récent. C'est le moment où on s'est tous posés au lac. Ça, c'est un truc où vraiment on se rend compte aussi que dans la difficulté, on reste comme une famille. Et ça que j'ai aimé aussi parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de moment comme ça ou pas. En tout cas, où moi, j'étais pas présent. Et du coup, juste se retrouver là, moi qui jette des cailloux, manger des crêpes. Vraiment, les crêpes, elles étaient bonnes, quoi. Célina, on t'embrasse. Fais les crêpes tout le temps. Fais des crêpes tout le temps. J'ai envie d'une crêpe. J'en salis. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux faire autrement? Niveau familial, toujours. Niveau familial ou à titre personnel en tant que jeune? Arrêtez de trop penser directement. Parce que trop penser m'a mis dans des galères. Des galères vraiment, je ne veux plus les avoir. Ouais, j'aimerais juste parfois être plus chill et ne pas trop me prendre la tête non plus. Parce que je pense qu'à cause de ça, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des personnes qui étaient chères à mes yeux. Parce que juste que je me suis trop pris la tête, je voulais juste trop aussi ressembler aux autres par rapport au fait que je pensais. Sauf qu'il n'y a pas cette question-là de penser aux autres. En fait, tu dois penser qu'à toi. Et à ce que ça pourrait t'apporter dans la vie, en fait. Donc, je pense que moi, ce serait carrément trop penser à arrêter de gamberge. Est-ce que, justement, en partant de ça, là, ce que tu viens de dire,
Tu auras un conseil à donner? Est-ce que tu as identifié des outils te permettant justement d'aller au-delà de ces pensées intrusives? En parler, On parle. à fond, parlez-en. Dès que vous avez une petite pensée qui arrive, parlez-en, ne la gardez pas pour soi. Parce que la garder pour soi, c'est la transformer en haine, c'est la transformer en vanité, c'est la transformer en dégoût. Alors que de base, c'était clairement pas le sujet. Et même si, tel que ça peut mener à des situations qui ne sont pas celles qu'on veut, parlez-en. C'est le meilleur moyen de se soulager d'un poids Mmh, et de laisser ça partir, je pense. OK. Même si, même si c'est chiant, au bout c'est chiant d'y penser et de se dire aussi qu'on va en parler. Mais dès que c'est dit, dans tous les cas, c'est dit et je peux rien faire. Et c'est, je pense, ça aussi qui fait la différence. Moi, en tant que parent et adulte, femme, mère, il y a un mantra que je me répète souvent et qui m'a beaucoup aidée, ça m'a servi de levier, c'est, pas vu, pas entendu, pas fait. Pas dire. C'est-à-dire que, j'avais tendance à trop réfléchir, tout comme toi, tu sais et à avoir des difficultés à faire confiance aux autres. Parce que, suite à une conversation, on va s'imaginer que l'autre a dit une phrase, que l'autre a peut-être mal perçu notre travail ou notre échange ou ceci, cela. On gamberge beaucoup, surtout au sortir d'une réunion et cetera et cetera et du coup, au vu de mon parcours aussi, mon parcours de vie où la confiance a été pas mal, envers les autres a été pas mal, écorchée. J'ai dû apprendre à me dire, tant que en face de moi, la personne n'a pas verbalisé, des mots me laissant, comprendre que, il a été contre moi ou pas d'accord avec moi ou pas en accord avec moi, c'est pas le cas, c'est que c'est OK, au fait. C'est que c'est OK. Je n'ai pas à deviner, des phrases, des mots, des non-dits tant que je ne les ai pas vus, je ne les ai pas entendus, qui n'ont pas été faits au final. Et ça te sort de situations et des fois, combien de fois, j'étais là à goberger: «Ah, c'est sûr que si la personne de ceci cela est pas revenue vers moi ou ou m'a pas fait retour sur tel rapport ou sur tel, compte rendu ou sur ce» et in fine, au fait, ah j'étais dans le sud, je me suis endormie, oh je me suis pris une cuite hier, je viens de faire une sieste, mais je t'ai zappé. Oh, excuse-moi, t'as passé toute la nuit à te dire, il a pas lu mon mail, il a lu mon mail, que ça. En fait, non, la personne, elle a juste vécu, genre, elle a eu une vie au-delà de la situation que toi, tu as en tête. Il faut juste laisser le temps à la personne voilà, de revenir vers toi, etc. Et ça, ça ramène à quelque chose d'autre, c'est que 1000 montres, 1000 heures. C'est une phrase qu'une de mes cousines, Elsa, si tu m'entends, je t'embrasse. Je suis sûre qu'elle ne se souvient pas qu'elle avait eu à me dire cette phrase parce que ça date, mais de plusieurs années. Mais c'est resté dans ma tête. 1000 montres, 1000 heures. On ne va pas au même rythme que les autres. Oui. On est dans notre couloir, on se concentre sur notre couloir. Notre temps, notre heure n'est pas la même heure, n'est pas le même instant que celui du voisin, de l'ami, du copain, du mari, de la femme, etc., de la copine, etc. Donc, aujourd'hui, toi, tu peux être prêt à faire quelque chose, mais la personne en face de toi ne l'est pas encore. Il faut lui laisser le temps de laisser infuser l'idée, de l'intégrer, de l'intérioriser, de le comprendre pour ensuite revenir vers toi. Est-ce que tu penses qu'on apprend à devenir parent? Tu ne le sais pas. Tu n'es pas papa, tu n'es pas maman. Tu l'apprends au fur et à mesure. Parce que c'est ton premier enfant, t'apprends tout au final. C'est avec lui que tu fais tes premières erreurs, tes premières couches, tu sais pas comment gérer le sommeil. Tu apprends clairement à devenir parent. Et je pense que ça s'apprend jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à que l'enfant il soit avec ses enfants à lui. Parce que chacun a sa phase et la phase, elle arrive, tu ne l'as jamais prédit. Exactement. Donc, ouais, évidemment que ça s'apprend. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de notre duo? Oula! I have a dream.
Pourquoi? Pourquoi cette phase I have a dream? Parce que chacun de nous, toi, tu as eu ton rêve et que tu pas encore exaucé, mais tu es clairement sur la pente. Et moi, j'ai mon rêve que je souhaite exaucer. Mais on est tous les deux, je pense, assez... Comment dire ça? Assez lucides pour savoir qu'on peut l'atteindre. Et c'est ça le principal. Restez focus. C'est ça, rester Stay focus, c'est ça ton titre? stay focus. Exactement. Et si tu devais passer un message à un autre jeune qui galère, qui est en difficulté, qui ne se retrouve dans aucune case, qui a du mal à parler à ses parents aussi, qui se sent seuls face à plusieurs ou différentes situations, ce serait lequel? Pense à toi. En vrai, en tant que vrai message, je pense que ce serait juste... la peur, c'est humain. La peur, c'est humain, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'y stresser. Au bout d'un moment, est-ce que tu vas vraiment laisser la peur te diriger, te contrôler? Non. Parce que c'est justement comme ça que tu vas être déçu par toi, je pense. Donc juste, lève-toi, mets ton pied droit devant le pied gauche, tu te lèves et tu vas. Et c'est ça que tu peux faire dans tous les cas, c'est ça que tu peux faire dans la vie en général, je pense. Et ce serait ça le message, en tout cas, ce serait ça le message que je lui saurais donner à moi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir honte de ta mère parfois? C'est une dinguerie, oui. Oh, de fou. T'es là, t'es tranquille. Tu vas voir ton pote. Il va... Coucou! C'est le Kylian! Faut doser. Vraiment, faut arrêter ça. Faut arrêter. Est-ce que tu as déjà fait semblant de ne pas m'entendre quand je t'appelle? Oui. Mais je pense que toi aussi, t'as déjà fait semblant. Et... Le nombre de fois, faut que j'entende des... Kylian! Oui! Kylian! Oui! Tu m'entends pas? Non, faut arrêter. Non, faut arrêter. Même les fois où je t'appelle, je suis obligé de descendre là, d'aller là-bas. Ouais. Non, le silence, ça fait du bien de pas. Non, c'est mon cerveau qui est en mode silence. Au fait, t'as beau crier, tu peux monter, descendre. Tu sais, et ça passe pas. J'ai besoin de te voir. Genre, tu descends, tu viens me voir. Là, j'identifie que non, il m'a parlé. Je souffle déjà. Et si tu devais me poser je t'aurais une seule question. Je pèse mes mots. Une seule question? Une seule question. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà eu des fois, tu voulais te chercher de la maison? Tu voulais me dire, tu voulais que je sois plus là, alors? Non. Ah ouais? Non. Ok. Non, franchement, non. Ah, des fois, j'étais à deux doigts de débarquer dans ta chambre avec la pendeuse. Hein. Ah, mais clairement, je sais ce que tu as de plus précieux. Donc, ah ouais, mais ça m'a démangé à plusieurs reprises. Hein, de se débarquer dans la chambre avec la tondeuse en mode ah. Non. Mais non, j'ai pas été là-dessus, franchement, les valeurs que mamie et papy, ou même plus globalement, culturellement, mes mamies, mes oncles, mes grands-parents, etc., ont eu à me transmettre sont des valeurs fortes, familiales, qui font que non, peu importe ce qui se passe, on serre les dents et on avance ensemble. Okay. Sans pour autant que l'extérieur puisse identifier quoi que ce soit. En tout cas, nous vous remercions. Je vais laisser la parole à Kylian pour clôturer ce temps d'échange. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous et j'espère vous retrouver très très vite pour une prochaine thématique, un prochain format et pour échanger tout simplement avec Kylian. Merci à toi de m'avoir invité déjà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, de commenter si vous avez déjà aimé la première interview de ma mère du coup. Et faut voter. Votez les jeunes, votez pour elle. Votez pour elle, ça arrive fort. Faudra pas oublier pas ce que je dis. Hein. Elle finira présidente. Moi je le crois et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le croient. Sache-le. Merci, à bientôt. Bye. Bye.